Je vais vous parler de travaux dans mon équipe à Berkeley, réalisés dans mon équipe à Berkeley. Et je voudrais commencer par mettre en valeur le travail de mes étudiants, Scott French et Vedle Kitts, dont je vais montrer les résultats de tomographie. Donc c'est un travail en collaboration, mais c'est en fait eux qui ont fait l'essentiel du travail pratique. Alors, la tomographie sismique a fait des progrès depuis 30 ans. C'est une discipline assez jeune qui a commencé dans les années 80, à partir du moment où on a eu suffisamment de données globales digitales, donc on pouvait traiter un grand nombre de données en même temps. Et ici, je montre le premier modèle du manteau supérieur global d'ondes de cisaillement à une profondeur de 100 km. Donc c'est une carte à une profondeur de 100 km. Et on contrastait avec un modèle plus récent de Ritsema 2011 pour vous montrer qu'on a de plus en plus de détails. Et c'est ça qui est donc les efforts actuels vont dans ce sens, essayer d'avoir des cartes de plus en plus précises, des modèles en 3D de plus en plus précis. Mais vous voyez que tout de même déjà étaient en place à cette époque-là les grandes structures. À cette profondeur-là, ce qu'on voit, reflète la tectonique de surface. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à voir ce genre de... On représente ici en fait les modèles en fonction de la différence relative de vitesse de cisaillement par rapport à la moyenne globale à cette profondeur. Donc ici, en couleur bleue, ce seraient des régions de vitesse plus rapide, en couleur plutôt rouge, des régions de vitesse plus lente. Et l'interprétation naïve de premier ordre, c'est que ce qui est rapide est plus froid, et ce qui est lent est plus chaud. Donc on voit en gros une carte des températures. Ce n'est pas si simple que ça, puisqu'il y a aussi des effets de la composition, mais dans une première approximation, c'est déjà pas mal. Alors ce qu'on voit à ce niveau-là, on voit que les rides médio-océaniques sont lentes, ce à quoi on s'attend bien sûr du point de vue de la tectonique des plaques, puisque c'est là que se forme la croûte nouvelle, que le manteau chaud vient vers la surface. On voit les noyaux des continents, ce qu'on appelle les cratons, les parties stables des continents, qui sont des zones très, très vieilles, de lithosphère très épaisse et très ancienne, qu'on pense plus froid que la moyenne. Ils sont aussi de composition un peu différente, mais on les distingue bien ici en Canada, en Amérique du Sud, en Antarctique, etc. Et on voit également la progression, le refroidissement de la plaque pacifique, on le voit très bien ici, en fonction de l'âge. Donc plus on est loin de la ride, plus l'âge de la plaque est vieux et plus les vitesses sont rapides à cette profondeur-là. Donc à cette profondeur-là, on a le reflet de la tectonique des plaques, tout marche bien. Cependant, on se pose encore des questions sur certaines observations qui ont été faites au moment où la tectonique des plaques a été acceptée, donc à la fin des années 60. Il y avait un grand nombre d'observations qui collaient très bien avec la théorie toute simple de tectonique des plaques, mais il y en avait d'autres qui ne collaient pas du tout. En particulier, une question qui est encore ouverte, c'est pourquoi le flux de chaleur, quand on mesure le flux de chaleur dans les bassins océaniques et qu'on regarde en fonction de l'âge, le flux de chaleur devrait décroître théoriquement en fonction de la racine carrée de l'âge de la plaque pour un modèle tout simple de refroidissement de demi-espace. Or, il y a un aplatissement par rapport à cette courbe théorique. De même, on a aussi l'aplatissement de la bathymétrie, donc de la topographie des océans, en fonction de l'âge, qui devrait aussi être en racine carrée de l'âge pour ce modèle simple, mais pour les âges à partir d'environ 80 millions d'années d'âge, ou même avant, on voit un aplatissement. Et c'est pour ça qu'a été introduit, donc on a pensé qu'il devait y avoir un apport de chaleur supplémentaire, non seulement lié à la convection de grande échelle, donc où vous avez la montée de matière dans les rides et redescente dans les zones de subduction, mais qu'en milieu, dans les bassins océaniques, vous avez aussi de la chaleur qui monte sous un autre mécanisme. Et donc ce qui avait été proposé en particulier, c'est le modèle de plaque, mais qui serait donc chauffé par en dessous. Et deux
il y a eu deux propositions essentielles qui ont été faites pour expliquer cet apport de chaleur, cet excès de chaleur. Le premier, c'est celui des panaches mantéliques, donc, qui seraient donc, des panaches qui auraient leur origine dans une couche limite dans le manteau et qui donc enverraient de la chaleur disons, dont l'expression de surface serait les volcans de points chauds tels Hawaï, avec les chaînes volcaniques d'âge de plus en plus éloigné dans la direction du mouvement de la plaque. Donc ces panaches seraient fixes par rapport au déplacement des plaques. Donc ce modèle a été au cours des décennies amélioré et rendu plus raffiné, avec la possibilité d'interaction entre ces panaches et les mouvements horizontaux dans la sténosphère, donc en créant certains écoulements horizontaux. Et l'autre hypothèse qui a été émise à l'époque, c'est celle de la présence de convection secondaire sous les plaques océaniques. Alors c'est ce qu'on appelle les rouleaux de Richter. Et dans ce modèle, qui est basé sur des calculs numériques et des expériences en laboratoire de convection chauffée par en dessous avec une limite à la surface qui bouge, hein, donc pour imaginer la plaque, on observe au bout d'un certain temps que les rouleaux de convection s'orientent avec leur axe dans le sens de la direction de la plaque. Et donc c'est des modèles assez simples qui avaient été faits dans des modèles à viscosité constante. On peut s'attendre que s'ils existent dans la Terre, ça ne va pas être exactement sous cette forme. Mais ces deux questions demeurent jusqu'à présent comme des questions pas tout à fait résolues. On a cherché beaucoup les rouleaux de Richter et jusqu'à aujourd'hui, il y a des débats considérables sur l'existence des panaches et leur morphologie et le niveau à l'intérieur de la Terre où ils sont ancrés, leurs racines. Donc voilà. Alors donc la tomographie sismique, c'est une des méthodes d'imagerie, c'est la méthode d'imagerie de la Terre, en un certain sens la plus puissante, et nous essayons donc d'avoir des images de plus en plus précises pour en particulier essayer de répondre à ce genre de questions et à d'autres questions sur la dynamique de l'intérieur du manteau. Le champ, voici un sismogramme. Quand on est sismologue, il faut montrer un sismogramme dans une présentation. Et donc un sismogramme, c'est très riche d'informations. Il y a différents types d'ondes et donc, qui permettent donc d'échantillonner, d'illuminer la Terre de différentes manières. Il y a les ondes de volume qui traversent le manteau en première approximation suivant des raies, qui se réfléchissent, ils se réfractent et permettent d'illuminer les structures fines du manteau. Il y a les ondes de surface qui se propagent à la surface et qui permettent d'échantillonner en particulier des zones dans les parties supérieures du manteau qui ne sont pas échantillonnables autrement à cause en particulier du manque de stations et de séismes en milieu d'océan. Mais traditionnellement, on utilise uniquement une petite partie de l'information concentrée dans le sismogramme. On utilise les temps de propagation, les temps d'arrivée. Donc on va comparer le temps de parcours d'une onde, par exemple l'onde P, la première onde de compression, avec un modèle théorique. Les différences vont nous renseigner sur les hétérogénéités de structure suivant le trajet. On peut faire la même chose pour les ondes S, on peut faire la même chose pour un certain nombre d'ondes dont on peut mesurer précisément les temps d'arrivée parce qu'elles sont bien séparées dans le sismogramme. De la même manière, les ondes de surface qui apparaissent ici un peu plus tard, qui contiennent l'énergie longue période, le mode fondamental des ondes de surface est bien séparé dans le sismogramme. On l'utilise de manière très classique pour
pour calculer les temps d'arrivée des ondes qui, dans ce cas-là, sont exprimés en fonction on mesure la phase en fonction de la fréquence des ondes de surface, avec des propriétés de dispersion des ondes de surface. Donc ceci, c'est une information qu'on utilise de manière classique. Par contre, entre toutes ces ondes, il y a d'autres énergies qui peuvent être importantes et auxquelles on n'a pas accès par ces méthodes simples. Pour y avoir accès, en fait, il faut pouvoir modéliser toute la forme d'onde, donc le sismogramme entier. Et donc pour ça, il ne suffit pas de calculer des temps de propagation dans un modèle, mais il faut savoir calculer un sismogramme synthétique, calculer la propagation des ondes dans un modèle de Terre réaliste, donc en 3 dimensions, pour le comparer avec les observations et ensuite utiliser les différences pour améliorer le modèle. Donc c'est ce que nous avons, ce sur lequel nous travaillons depuis une vingtaine d'années, où donc ici c'est un exemple simplement de sismogramme, c'est le début d'un sismogramme avec les ondes de volume, un sismogramme observé, on filtre dans une certaine bande de fréquence, en général à relativement longue période pour diverses raisons, et on compare avec un sismogramme synthétique. Donc le problème se pose. D'une part, il y a des détails techniques sur il faut séparer les arrivées d'énergie, non plus maintenant des phases, mais des arrivées d'énergie pour pouvoir tenir compte de celles qui sont plus faibles que celles qui sont plus grandes dans l'inversion. Mais c'est surtout qu'il faut avoir une méthode pour calculer le sismogramme synthétique. Et pendant de nombreuses années, les sismogrammes synthétiques à longue période, nous les calculions à partir de la théorie des modes propres de la Terre, puisque tout déplacement à la surface de la Terre peut s'exprimer par une somme sur les modes propres de la Terre. Et les modes propres de la Terre, on sait les calculer très bien dans un modèle simple de la Terre à symétrie sphérique, un modèle qu'on appelle un modèle 1D, donc un modèle en couches concentriques. On sait très bien faire ça. Et si on introduit des hétérogénéités latérales, donc ce qui nous intéresse, on peut, dans une première approximation, le faire en utilisant une méthode qui est la méthode de perturbation, de la théorie des perturbations des modes. Donc je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a des détails techniques importants parce que pour reconstruire les ondes de volume dans une Terre 3D avec des modes, il faut faire appel à certains disons, aspects de la théorie, le couplage de modes, etc. Je ne vais pas entrer dans ce genre de détails. Mais nous avons donc mis au point une méthode qui le permet et qui donc permet de représenter par perturbation de mode des ondes de volume de manière relativement fidèle, si vous voulez. Et là, dans cette figure ici, je montre simplement une comparaison de 3 modèles, toujours relativement récents, à la profondeur de 100 km. Les deux, celui du milieu est un modèle que nous avons développé avec les formes d'ondes. Et là, je montre cette figure. Il y a ici seulement 20 000 formes d'ondes, c'est-à-dire relativement peu de données, c'est-à-dire peu de trajets source séisme, mais à l'intérieur de chaque trajet, on a l'information de toutes les parties du sismogramme. Et par contre, les 2 autres modèles ont été faits avec la méthode plus classique, avec des temps de propagation des ondes de volume et des ondes de surface, et une approximation haute fréquence. Et vous voyez que, au moins à grande longueur d'onde, les 3 modèles sont tout à fait compatibles. Il y a des petites différences entre les modèles qu'on peut expliquer par les différentes approches, différentes illuminations, etc. Mais on voit la même Terre par ces modèles. Donc l'utilisation des formes d'ondes, au moins dans un premier temps, permet, avec un nombre relativement moins important d'enregistrements, mais grâce à la quantité d'informations dans chaque enregistrement, de retrouver un modèle de même résolution. C'est la même chose à la base du manteau. Donc là, ça me permet d'introduire un peu la différence entre ce qu'on voit dans le manteau supérieur, donc à 100 km, et maintenant ici à la base du manteau, à 2800 km. L'image change complètement. Quand on arrive à la base du manteau, on voit des structures qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit à la surface et qui sont dominées par 2 grandes structures de vitesse plus lente que la moyenne
ici en rouge, sous le Pacifique et sous l'Afrique. Ces structures sont tout à fait remarquables. Elles sont pratiquement antipodales. Si on prend uniquement, si on filtre à très grande longueur d'onde, elles sont dominées par ce qu'on appelle le degré 2. Donc, les très très grandes longueurs d'onde dans le sens d'une décomposition en harmonique sphérique, elles sont centrées sur l'équateur et donc sont très importantes. Ici, on voit un spectre d'hétérogénéité en fonction de la longueur d'onde. Ici, des très grandes longueurs d'onde vers plus courtes longueurs d'onde. Et on voit qu'à la base du manteau, ici, donc, la limite du manteau à 2900 km, on voit cette dominance de structures de grande longueur d'onde jusque dans les derniers 300-400 km de profondeur. Et donc ici, je compare 5 modèles obtenus par différents groupes avec différents types de données et différentes hypothèses théoriques. Et le nôtre, fait à partir des formes d'ondes, est ici indiqué par ici. Cette partie-là, c'est en fait des données. Donc, ces données, ce sont les temps de propagation différentielle entre une onde qui s'est réfléchie sur la CMB, l'onde SCS, et l'onde qui a tourné dans le manteau, l'onde S. Et donc, les temps différentiels de ces deux ondes doivent nous renseigner sur la structure à la base du manteau. Et elles sont dessinées ici au point de réflexion de l'onde SCS. Et vous voyez que déjà dans les données, on voit ces grandes structures. Donc, ceci, ce n'est pas disons, artificiel dû à l'inversion, mais c'est vraiment un signal très fort dans les données. Et quand on compare les modèles, ici, c'est une carte qui a été faite en comptant combien parmi les 5 modèles pensent que la structure est plus lente que la moyenne. Ça donnera du rouge, et si la structure est plus rapide que la moyenne, ça donnera du bleu, et entre les deux, il y a les régions où les modèles ne sont pas tous d'accord, mais vous voyez qu'ils sont très, très cohérents entre eux à l'heure actuelle, et même de manière assez remarquable, dans la forme de ces grandes structures à la base du manteau, on peut suivre relativement de manière cohérente entre les modèles, les limites de ces grandes zones que moi j'appelle les superplumes, mais les dynamiciens n'aiment pas ce mot, et le mot officiel, c'est le mot anglais LLSVP, qui est un peu barbare, c'est pour Large Low Shear Velocity Provinces. Donc voilà, ça c'est la structure à la base du manteau, modèle classique. Alors récemment, on a la chance la théorie des modes, de perturbation des modes, c'est une théorie approximative. On fait quand même des approximations assez fortes sur la structure pour que ce soit valable. En particulier, la structure doit être relativement lisse. On ne peut pas admettre de variations trop fortes latérales de vitesse. Donc, il y a des limitations sur ce qu'on va pouvoir imager dans la Terre. Par contre, récemment, on a accès au calcul numérique des synthétiques, donc des méthodes très précisément pour la sismologie globale, c'est la méthode qui a le plus de succès et qui est utilisée, c'est la méthode des éléments spectraux. C'est une méthode d'éléments finis avec des polynômes de degrés plus haut dans chaque élément, et qui permet de calculer le champ des ondes dans une Terre finalement arbitrairement hétérogène. Donc on n'a plus la restriction de structures lisses et peu hétérogènes. Et en particulier, c'est très important pour pouvoir imager ou découvrir les zones de vitesse plus lentes que la moyenne, des zones de faible volume, de vitesse plus lente que la moyenne. Car vous pouvez bien imaginer que lorsque vous avez un champ d'ondes sismiques qui traverse, disons par exemple une colonne ou une sphère plus lente que la moyenne, les premières ondes qui vont traverser, qu'il faut observer de l'autre côté, les premières zones, en fait, elles vont faire le tour de cette zone, puisqu'elle est plus lente que la moyenne. Donc, les premières arrivées vont faire le tour. Donc, elles vont cacher cette anomalie, ce qui veut dire si on n'a pas le moyen de vraiment regarder en large bande et de manière précise le champ des ondes,
les anomalies lentes, celles qu'on cherche justement, en particulier pour essayer d'étudier les panaches, vont être cachées, on ne va pas pouvoir les résoudre. Or, et donc cette méthode, on a l'espoir avec ça de pouvoir mieux résoudre, en particulier les ondes de faible vitesse. Alors nous avons développé... Alors bien sûr, il y a des désavantages. Le premier désavantage, c'est que les calculs sont très longs. Or, l'inversion de la forme d'onde, est un problème non linéaire, et donc il faut faire un certain nombre d'itérations. Il faut un grand nombre quand même d'événements, typiquement plusieurs centaines, pour bien couvrir au mieux le volume de la Terre. Et puis, en sismologie globale, jusqu'à présent, on ne faisait pas trop attention à la croûte, parce qu'on faisait des corrections de croûte très approximatives, parce que ce qui nous intéressait, c'est ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a dans le manteau dessous. Or, la croûte est la partie la plus hétérogène de la Terre, et donc toutes les ondes sont affectées par la croûte. Et si on a maintenant une méthode très précise pour le calcul des sismogrammes, il faut aussi avoir un beau modèle de croûte. Or, on a des modèles de croûte qui sont bons dans certains endroits, mais pas au niveau global, puisque les derniers modèles de croûte globaux sont en particulier construits dans certaines régions par extrapolation à partir des données géologiques de ressemblance de certaines provinces. Donc on extrapole dans les régions où on n'a pas de données directes, et donc les modèles ne sont pas vraiment très bons au niveau global. En plus, il y a un autre problème, c'est que la croûte, surtout la croûte océanique, est formée de couches, donc c'est des couches fines à vitesse très lente. Et donc pour le calcul numérique, ça ralentit énormément aussi le calcul, et donc ça pose un problème. Alors, nous avons, pour y remédier, nous procédons par petits pas. On va utiliser une croûte, une méthode de ce qu'on appelle l'homogénéisation de la croûte. On va remplacer la croûte, une croûte réaliste par une croûte de variation lisse. On peut le faire, ça, théoriquement, de manière équivalente. Le prix à payer, c'est qu'il faut introduire ce qu'on appelle l'anisotropie radiale dans le modèle. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais c'est assez important. Ensuite, donc, nous allons pas à pas. Donc, pour éviter d'avoir des calculs trop importants, on commence à longue période et on progresse de plus en plus courte période. Les calculs, le temps de calcul augmente avec la fréquence à la puissance 3, donc ce n'est pas négligeable. Il y a aussi d'autres avantages de commencer à longue période. La Terre est plus lisse à longue période, donc on a certains avantages pour la bonne comparaison entre les données et les synthétiques. Et puis, nous calculons les sismogrammes synthétiques par méthode numérique. Par contre, pour l'inversion, nous utilisons des noyaux approximatifs. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, cet aspect technique, nous utilisons donc la méthode des éléments spectraux couplés avec des modes dans le manteau et des noyaux approximatifs pour la partie inverse, mais qui sont basés sur le couplage des modes, qui nous permet quand même d'avoir des noyaux de sensibilité des différentes parties du sismogramme assez... donc c'est une approximation qui est meilleure que la théorie des raies et aussi la théorie des ondes de surface. Et nous avons développé 3 générations jusqu'à présent de modèles du manteau. Je vais parler un peu du modèle du manteau supérieur, enfin, il va jusqu'à 800 km de profondeur, qui a été développé avec des données de période supérieure à 60 secondes. Il y en a 2. Le dernier, je parlerai surtout du dernier. Et ensuite, je parlerai un petit peu de l'extension au manteau profond, avec donc là l'utilisation d'ondes de plus courte période. Alors déjà, dans le manteau supérieur, je vous ai dit que l'important, c'était vraiment l'effet de cette théorie plus précise sur ce qu'on peut voir dans les régions lentes. Alors, je voulais l'illustrer. Ici, nous savons, donc ça, c'est une carte de notre modèle du manteau supérieur à 70 km de profondeur, bon, un peu moins profond que ce que j'ai montré avant. Et ici, à cet endroit-là de la ride Est-Pacifique, il y a eu une expérience de sismomètre large bande fond de mer, donc à partir de laquelle ils ont pu faire un modèle local donc, du manteau supérieur.
Donc on prend ce modèle local comme référence et on compare la courbe donc ici la variation en fonction de la profondeur des vitesses de cisaillement. Ça, c'est les vitesses de cisaillement, donc en fonction de la profondeur. Il n'y a pas les noms sur les axes, je suis désolée. Et en jaune ici, c'est le modèle obtenu localement, donc à partir de cette expérience locale. Vous voyez qu'il a un minimum dans ce qu'on appelle la zone à faible vitesse, qui est ici autour de 80 à 100 km de profondeur. Ce minimum est très lent, il atteint presque 4 km par seconde. Et par comparaison, ici, le profil correspondant dans deux modèles récents qui ont été développés par la théorie classique. Et vous voyez que ces deux modèles trouvent bien le minimum au bon endroit, mais ils n'ont pas la bonne amplitude de la vitesse. La vitesse n'est pas aussi déprimée dans la zone à faible vitesse que dans le modèle local. Alors ça, c'est un peu embêtant au niveau de l'interprétation, parce que après le modèle de vitesse qu'on obtient, on va vouloir l'interpréter en fonction de ce qu'il signifie au point de vue des paramètres physiques, la température, la composition. Et si on n'a pas, et donc en tomographie globale, on a, c'est une chose bien connue, qu'on a plus de facilité à bien déterminer les différentes grandes unités qu'à préciser la vitesse absolue. Et dans notre modèle, donc, on arrive mieux à disons, avoir une meilleure détermination de ce minimum donc, de vitesse. Après, bon, ici, ça augmente, mais notre croûte reprend ici. Donc, en moyenne, c'est aussi très compatible. Je note au passage que ici, dans le modèle de Ritsema, il y a un saut parce qu'ils ont mis une discontinuité dans leur modèle, mais qui n'existe pas au niveau global. C'est quelque chose qu'ils ont construit comme ceci. Alors, donc là, je vous montre au centre de l'Est Pacifique. Maintenant, je vais montrer une coupe en profondeur, donc une coupe 2D en fonction de la profondeur à travers le Pacifique. Et donc là, vous voyez la localisation de la coupe avec les points verts correspondant ici à la surface. Ceci, c'est dans le modèle de Ritsema. Donc on voit les points noirs, c'est la sismicité des deux zones de subduction traversées, ici Tonga et en Amérique du Sud. Et vous voyez que dans cette coupe, on voit bien des anomalies de vitesse, donc d'abord beaucoup plus importantes dans les 200 premiers kilomètres, ce qui est bien connu. Ensuite, on voit au centre du Pacifique une zone de vitesse un peu déprimée par rapport à la moyenne, mais on ne voit pas beaucoup de détails. Les zones de subduction correspondent aussi à des valeurs un peu plus rapides que la moyenne, mais en gros, on voit une image assez floue. Ceci, c'est l'image qu'on voit dans notre modèle, qui, donc, en gros, colle bien avec l'autre modèle, mais on commence à voir plus précisément des structures dans cette zone donc, du manteau, de la zone de transition et du manteau supérieur, des structures un peu en colonne qui sont séparées les unes des autres. Au passage, on remarque aussi que la zone de subduction est un peu mieux définie. Ici, je montre une comparaison avec une tomographie régionale dans la zone de Tonga, correspondant à peu près la même coupe, et montrant que la zone de subduction est marquée par donc, des vitesses plus rapides. La plaque est marquée par une vitesse plus rapide, elle est étroite ici, et puis s'étale un peu en dessous de la zone de la discontinuité 660 km qu'on retrouve un peu ici. On le retrouve ici aussi, mais un peu bien marqué, un peu moins marqué. Et donc, voilà, alors on peut faire une autre comparaison avec un autre modèle. Celui, c'est le modèle de Princeton, qui, lui, n'avait pas d'onde de surface, de contrainte d'onde de surface, donc les ondes de surface qui permettent de contraindre les structures à travers l'océan Pacifique où il y a peu de stations. Et dans le manteau supérieur, cette méthodologie n'est peut-être pas très bien adaptée. En particulier, on voit ici des traînées. Donc on voit, en gros, c'est compatible, mais on voit très bien les traînées qui correspondent. Ici, vous avez l'île de Pâques,
Et on voit que les raies sismiques, les raies des ondes de volume, on voit bien leur traîner par ici, par là, etc. Mais en moyenne, le modèle est aussi compatible. Alors je vais continuer, vous montrer des images de notre modèle. Donc maintenant, on va regarder en 3D dans la même région, dans la région donc, du super swell du Sud-Pacifique, avec ces volcans de hotspots. Donc d'abord, une vue depuis le sud. Donc c'est un peu la même. La coupe qu'on a vue avant, c'était un peu une coupe à peu près dans la même direction. On voit les cônes ici, ce sont les volcans de points chauds à la surface avec Hawaï, Samoa et les volcans du super swell. On représente ici seulement les régions de vitesse plus lente que de 1 à 3%. On a donc bloqué les régions de vitesse rapide. Par exemple, ici, dans le trou, ici, il y a les zones de subduction qui seraient en bleu. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette figure? On voit deux choses importantes. D'abord, à peu près dans le domaine de profondeur de 50 à 300 km, on voit des structures allongées plutôt dans la direction horizontale. On voit la zone à faible vitesse qui s'atténue en fonction de... plus on est loin, l'aride est-Pacifique est à peu près ici, ça s'atténue quand on va vers l'ouest. Mais on voit aussi une zone qui est plus profonde, ici, avec comme une espèce d'élongation horizontale que je vais vous montrer sous d'autres angles tout à l'heure, et donc qui atteint des profondeurs de l'ordre de 300 km. Par contre, en dessous, on voit plutôt des structures en colonnes séparées qu'on peut, avec un peu d'audace, associer avec certains des points chauds à la surface, bien qu'elles ne soient pas tout à fait en face. Alors, ça, c'est une vue du sud, de par le sud, donc on regarde du sud vers le nord. Maintenant, je vais me placer à l'est, donc sur la ride est-Pacifique, et je vais regarder vers l'ouest. Donc le nord est maintenant par là, Hawaï est ici, Samoa ici, la zone de subduction de Tonga-Fidji est derrière ici. Et vous voyez que, donc on voit ces colonnes ici. Remarquez en particulier une colonne qui semble se situer au voisinage du point chaud de Hawaï. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on voit ici des structures qui en fait sont allongées dans cette direction qui s'éloigne de notre position et qui donc représente ces structures allongées. On voyait une de ces structures allongées dans l'autre dessin, mais on voit ici dans cette représentation ces structures qui sont donc plus lentes que la moyenne, mais qui s'enfoncent donc à plus grande profondeur que la zone à faible vitesse et qui sont à peu près distants. On les voit de manière plus ou moins quasi périodique dans l'océan Pacifique. On voit ça peut-être un peu mieux sur cette carte-là, où on a fait 3 coupes, 1, 2, 3, qui sont donc des coupes verticales dans le manteau supérieur, où ces coupes ont été faites dans la direction perpendiculaire à la direction du mouvement de la plaque. On voit ces structures allongées ici, et donc quand on les prend perpendiculairement, on trouve ici représenté cette fois-ci non pas en perturbation de vitesse, mais en vitesse absolue. Donc ici, ce sont les vraies vitesses du modèle. Et on voit ces structures qui sont espacées d'environ 2000 km avec des vitesses très lentes dans la structure. On les appelle comme des doigts séparés donc d'environ 2000 km. Et ce qui est important, c'est que la vitesse ici à 300 km est aussi lente que la vitesse entre les doigts dans les zones à faible vitesse. Donc c'est des structures qui correspondent à des variations assez importantes de vitesse. Et donc maintenant, on peut regarder au niveau global. Donc ça, c'est la carte du modèle à 250 km de profondeur. Quand on regarde comme ça, on peut dire qu'on voit des choses allongées, etc. Pas forcément très claires partout. Mais si je superpose des lignes qui sont tracées dans la direction de la vitesse absolue des plaques, des différentes plaques, sans donc me préoccuper de la direction de ces structures, simplement la direction de la plaque,
on obtient quelque chose comme ça qui colle quand même pas mal avec les structures qu'on voit. Donc c'est très clair dans l'océan Pacifique, mais c'est aussi clair c'est très clair sur la plaque Pacifique, mais c'est aussi clair sur la plaque Antarctique, et aussi dans l'océan Indien, on voit apparaître ce genre de structures, mais également dans l'océan Atlantique. Donc ce sont des structures, il n'y a aucune raison pour que ces structures soient allongées dans la construction du modèle, pour que ces structures soient allongées dans la direction absolue de la plaque. C'est une information tout à fait indépendante. Les trajets des raies ne sont pas du tout dans la direction de la plaque, etc. Donc nous pensons que c'est robuste. En plus, nous avons aussi la comparaison avec le géoïde. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une analyse en ondelettes directionnelles du géoïde qui montre une énergie assez importante à la longueur d'onde d'environ 1800 km, donc proche de celle de notre modèle, dans une direction qui est celle, dans ces directions rouges, ici et roses, qui sont à peu près les directions du mouvement de la plaque pacifique. Donc ça, c'est une étude uniquement sur la plaque pacifique. Et là, les traits noirs, ce sont les mêmes qui sont indiqués sur notre carte. Et on voit, en fait, la relation n'est pas simple, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le maximum d'énergie tombe au milieu du minimum de vitesse qu'on voit sur notre carte, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une relation, et la relation dynamique est quelque chose que nous sommes en train d'essayer de préciser. Mais je vais montrer l'océan Indien. Donc ici, c'est un zoom sur l'océan Indien avec notre modèle à 250 km et la direction absolue de la plaque ici indiquée comme ceci. Si on compare ça avec les trajets des points chauds, si on prend par exemple la Réunion, on s'aperçoit, ici c'est donc le hotspot track de la Réunion qui est coupé par la ride ici, est indienne, et on voit que ça continue de l'autre côté, mais que le trajet des volcans, donc les plus en plus âgés ici, passe à l'ouest de l'Inde, alors que notre anomalie ici passe à l'est. Et donc, par contre, on remarque qu'il y a eu un changement de direction, sans doute un changement de direction de la plaque vers ici, entre 45 et 48 millions d'années. Et donc, le fait que on regarde nos anomalies continuent dans la direction de la plaque actuelle, nous indique que ces structures qu'on voit sont des structures actives, dynamiquement actives à l'heure actuelle. Et que la plaque ayant tourné, la manifestation par les volcans ici d'âge plus âgé montre une direction différente. Et on voit la même chose, par exemple, sur le 90 East Ridge. C'est pareil, on continue ici, notre direction s'en va par là, alors que la plaque a tourné et les vieux volcans montrent cette direction différente. Dans l'océan Atlantique, on peut voir que ces structures peuvent être associées toutes, soit avec, presque toutes, soit avec des centres volcaniques connus, soit avec des seamounts, etc. Sauf dans la partie tout à fait au sud, près de l'Antarctique, où il n'y a pas vraiment beaucoup de données pour le voir. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Nous avons deux idées. La première, c'est basée sur les expériences de digitation où on injecte un fluide de viscosité plus faible, donc mu c'est la viscosité plus faible que dans une couche donc, de viscosité un peu plus forte entre deux plaques. Et lorsqu'on fait ça, on voit que le liquide de viscosité plus faible s'étale en formant des espèces de pétales assez périodiques. De la périodicité dépend de l'épaisseur de la plaque et du contraste de viscosité. Et si on impose un mouvement à la plaque du dessus, ces pétales, cette digitation s'oriente dans la direction du mouvement de cette plaque, et aussi bien dans la direction de la plaque que dans la direction opposée. Donc c'est peut-être ce phénomène que nous sommes en train de voir, mais on peut penser
que c'est une combinaison d'un phénomène de digitation comme ceci et d'un phénomène de convection secondaire auquel fait penser ces dessins. Donc, quand on regarde perpendiculairement à la direction de la plaque, on pourrait imaginer des courants de convection secondaire de ce type. Donc, une question un peu ouverte à l'heure actuelle. Alors, je continue. Donc, ça, c'était notre modèle, le dernier modèle du manteau supérieur. Et maintenant, nous allons passer au modèle du manteau inférieur. Je vais montrer ce qui se passe en continuité. Donc c'est un modèle qui vient d'être construit. Je vous rappelle ce dessin sur le Pacifique. Ici, la vue du dessus, coupée à 500 km de profondeur. Donc on regarde à ce qui se passe à des profondeurs plus grandes que 500 km. Je vous laisse le montrer pour montrer ces colonnes relativement séparées et leur relation avec la position des points chauds, qui est une relation de proximité, mais pas directement. L'idée du point chaud dont on verrait, dont le panache serait directement en dessous et complètement vertical jusqu'à la surface, n'est pas forcément, paraît ne pas coller exactement. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie.